Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 2022 aurait dû être une année de retrouvailles après 2 années de crise sanitaire, mais au final, elle restera à jamais l'année où la guerre est revenue aux portes de l'Europe. L'année où se chauffer est devenu un luxe, l'année aussi où l'État s'est assis sur des milliers de décisions judiciaires en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Face à ces crises à répétition, face à cet état de droit fragilisé, il est plus que jamais temps de se retrousser les manches, temps aussi de redonner du sens aux jeunes en particulier. Les défis qui nous attendent en 2023, on va en parler aujourd'hui avec Véronique de Keyser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Centre d'action laïque. Alors, à l'heure où on enregistre l'émission, on estime qu'il y a entre 2000 et 3000 personnes demandeuses d'asile qui dorment à la rue. Des personnes que l'État belge a normalement le devoir de protéger. Les décisions judiciaires, elles pleuvent, elles ordonnent vraiment à l'État de fournir un accueil à ces demandeurs d'asile. La Cour européenne des droits de l'homme a aussi rappelé l'État belge à l'ordre. Et pourtant, ces gens, ces femmes, ces enfants dorment à la rue. C'est exact et c'est à la fois, en quelque sorte, une honte. C'est aussi, à mon sens, un danger pour la démocratie. En effet, vous venez de le dire, l'État belge a été maintes fois condamné pour ce manque à ses obligations internationales et au niveau national. Donc il a été condamné en Belgique, il était condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Il a eu des devoirs d'astreinte, c'est-à-dire il fallait qu'il offre un accueil décent aux demandeurs d'asile. Ça n'a pas été fait. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est mais dans quel monde est-ce qu'on est en train de tomber, ou quelle est la logique qu'il peut y avoir derrière tout ça? Et je pense que si vous et moi on se pose la question, on est de plus en plus de personnes en Belgique, d'associations, de responsables d'organisations citoyennes qui estimons que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer parce que ce n'est pas quelque chose qui serait survenu comme ça par hasard. Il y a donc dans ces défauts d'accueil quelque chose qui interroge le fonctionnement même de notre État. D'abord, il faut se dire que quand il y a des obligations internationales et des obligations nationales, on ne peut pas se dire qu'on fait ce qu'on peut. On ne peut pas se dire... C'est le discours un peu actuel. En fait, on n'y arrive pas. J'ai fait tout ce que je pouvais, ce sont des circonstances indépendantes de ma volonté, je n'y avais pas pensé, etc., etc. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Nous savons très bien que l'afflux des demandeurs d'asile et des réfugiés en général est un afflux qui est prévisible. Il est prévisible, pourquoi? Parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des poches de pauvreté insoutenables dans le monde, parce qu'il y a du réchauffement climatique, parce qu'il y a des situations qui deviennent intolérables pour un nombre important de personnes, et on ne peut pas se dire que c'est juste cette année 2022 qui était une année compliquée. On sait très bien que depuis 2015, notamment, et depuis la guerre de Syrie, on assiste à des flots de réfugiés, de gens pour lesquels il faut trouver, en tout cas, qui sont justiciables d'une demande d'asile et d'une protection internationale. Et que donc il faut s'y préparer. Et que c'est structurel, que ce n'est pas quelque chose qui tombe par hasard ou qui demain va aller beaucoup mieux. Et que donc il y a des politiques d'asile qui doivent se faire, qu'il y a des politiques d'accueil, il y a des chambres qui doivent être faites. Et si on n'est pas prêt, il faut chercher tous les moyens possibles. Il y a une feuille de route qui a été signée par au moins une trentaine d'associations au mois d'octobre, qui disait, bon, mais si vous n'avez pas d'accueil, voilà ce qu'on peut faire pour telle catégorie de personnes, voilà ce qu'on peut faire pour les migrants, voilà les hôtels, très concrètes, des actions très précises. Et la secrétaire d'État
a évacué ça en disant que c'était impossible, sans même s'attacher à l'analyser. Eh bien ça, on estime qu'en tout cas, pour nous, pour le CAL et pour d'autres, j'étais dans un débat avec les évêques au mois de décembre, avec les évêques de Gand et de Liège, et des associations de migrants qui étaient catholiques. On sait très bien que, nous savons très bien que sur certains points, on n'a pas le dialogue tellement facile avec les églises, mais que sur d'autres points, comme celui-là, qui sont des points citoyens, qui concernent véritablement la démocratie de notre pays, là, on doit travailler ensemble et on doit travailler large. Et je vous assure que pour les élections de 2024, il y aura des coupoles très larges, disant « mais maintenant, c'est fini » et qu'en attendant, on va continuer à pousser. Alors, si je dis État de droit, et si je dis démocratie, et je le dis très sérieusement, c'est parce que cette situation-là, d'abord, elle fait peur aux gens. Fait peur. Voir des gens dans la rue, parfois des gens qui meurent de froid, voir des enfants dont tout à coup on les voit dans la rue et puis ils disparaissent, ils ne sont pas abrités, ils disparaissent des radars. C'est ça aussi le souci, c'est qu'effectivement, tous ces jeunes qui disparaissent, ces MENA, donc les mineurs étrangers non accompagnés, on sait qu'ils disparaissent, il manque 1700 tuteurs aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement un manque de tuteurs, ils passent sous les radars. Ça veut dire qu'ils peuvent être, comme dans les films des frères Dardenne, comme dans Tori et Lokita, ils peuvent être repris par des dealers, de la traite des êtres humains, etc. On sait très bien que ça part dans la criminalité, et que donc on favorise là un état ou une impression pour les citoyens que tout fout le camp, qu'on a peur et que de toute façon ces étrangers, quand ils sont sales, quand ils ne se sont plus lavés, quand ils deviennent agressifs parce qu'ils n'ont pas à manger, mais ça fait peur. Et les peurs qui montent partout, et ces carences de l'état de droit, mais ça, je vous assure que ça fera le lit des populistes probablement pour les prochaines élections. Et donc c'est contre ça, c'est contre la peur qu'on doit se battre et contre les manquements à l'état de droit. Mais justement, est-ce que, en ne respectant pas toutes ces décisions judiciaires, notamment en ne donnant pas un accueil digne à ces demandeurs d'asile, l'État effectivement a déjà laissé tomber l'état de droit et l'état de droit est déjà en train de s'effriter. Est-ce que du coup, l'extrême droite, elle n'a pas déjà un peu gagné ? L'état de droite, l'extrême droite n'a jamais gagné tant qu'on n'a pas voté, mais si elle gagne dans la tête des gens avant, j'ai eu un débat assez dur à un moment donné avec une personne qui était une personne de toute bonne foi, qui était une personne qui exprimait simplement sa déroute et qui demandait si le film des frères Dardenne allait bien être projeté en Afrique pour être sûr qu'on allait décourager les demandeurs d'asile et les migrants à venir dans notre pays, en disant voilà ce qui vous attend dans notre pays. Évidemment, ce n'est pas exactement le sens qu'a voulu donner les frères Dardenne, mais cette personne-là m'expliquait, mais non madame, vous vous trompez, les gens ne viennent pas ici parce qu'ils sont pauvres et parce qu'il y a la guerre, ils viennent ici parce qu'ils rêvent de vivre comme nous. Ils rêvent de notre pays comme un espace de liberté. Et j'avais toutes les peines du monde à lui dire peut-être que chacun, on rêve d'un espace de liberté. Toutes les grandes migrations, il y a eu cet espoir que l'avenir serait meilleur ailleurs. Mais le vrai fondement, c'est qu'on ne quitte pas sa maison, on ne quitte pas son pays si on n'a pas des raisons très profondes et si on n'a pas des menaces très, très importantes. Mais ça, cette personne ne voulait pas l'entendre. Et elle se disait, mais et avec cette démographie grandissante, et avec l'Afrique, et on voyait très bien que dans sa tête, c'était le continent africain, avec tous ces Noirs qui allaient vraiment se déferler sur l'Europe. Et on s'est dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut revenir à la raison, parler de l'immigration en des termes qui sont tout à fait à la fois positif parce que ça nous a apporté beaucoup de choses en Belgique et ça continuera probablement à nous apporter des choses, mais aussi en disant d'accord, et ça doit être contrôlé, et ça doit être encadré. Non, c'est pas notre pain qui va être mangé, mais on revient
a des arguments de base, mais c'est un travail que tout le monde doit faire aujourd'hui, parce que, en tout cas, je pense que notre pire ennemi, c'est réellement la peur. Alors peut-être que pour casser cette peur, évidemment l'idée c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Oui. Et donc justement cette année, nos collègues Piers Cohn-Brought s'est rendu en Tunisie. Il a rencontré toute une série de Tunisiens, mais il a aussi rencontré ces migrants subsahariens qui sont littéralement bloqués en Tunisie. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de ces témoignages, donc issus du documentaire Araga, la Tunisie, cul-de-sac de l'Europe forteresse. Because of bandits and the Boko Haram, I decided to leave Nigeria, all the way from Libya to Tunisia here. Some of them, they don't hear English. I can't communicate with them. If I ask them for work, they will just ignore me because they don't hear what I'm saying. You tried to go to Europe? Yes. But it's difficult. It's difficult for me. What kind of difficulties you have? Because of money. I don't have money to travel again. The little one I have, somebody eat it. I don't have another one. I just gathering to save some money. But last week I feel sick. I decided to use more money that I have to treat myself first so that I can get better. My name is Moses Simeon Kamara. I'm from Sierra Leone. I traveled in the year 2019 for me to gain a better life. My name is Mohamed Ali. I'm a Sierra Leonean, and right now I'm based in Tunisia. I'm a migrant because we leave our country to look for a better life. So like I stay in Tunisia right now, but my mission and my plan to go to Europe. I stay in Tunisia for now presently. So I don't know what the next step for me will be. I stay with my family. I have one children, one daughter, one with my wife. We stay together. It's more than 6 years now I left my country. So that's the main reason since I left my country, I never go back. The situation in Tunisia is very difficult for me as a migrant. One, the Arab people are very racist to us. They don't like us, they hate us. And if you go to work or like restaurant, they cannot pay you your money. They cannot pay you your full money because they don't like you. We have some of our brothers we lost last month at the Mediterranean Sea. We are 25 in number. They're all drunk. Véronique de Keyser, quand on entend ces témoignages, on a le sentiment que ces gens, on les a un peu oubliés. On les a oubliés là, dans un coin de Tunisie, où ils sont bloqués parce qu'il y a la Méditerranée où ils risquent de mourir et que personne ne se soucie vraiment de leur sort. On les a oubliés parce qu'on veut les oublier. On sait qu'ils existent, on connaît la Méditerranée qui est devenue un cimetière. On sait tout, en fait, on sait tout. Ce qu'il y a, c'est qu'on est complètement impuissant à trouver des solutions à tout ça. Et depuis les années 80 du siècle dernier, l'Europe cherche à définir une stratégie, une politique d'immigration commune. Elle n'est jamais arrivée entre tous les pays membres à avoir une position commune. Ce qui fait que les problèmes d'immigration restent du ressort des États-nations. Des États-nations, chacun fait comme il peut pour l'immigration. Pour les demandes d'asile, par contre, il y a des juridictions qui sont internationales et il y a des accords qui sont internationaux. Et donc, ce n'est pas un droit de l'homme à la carte. Là, on est obligé
d'abriter les demandeurs d'asile qui arrivent légalement dans le pays. Mais l'Europe a réussi à définir une politique commune pour l'expulsion des étrangers, pour leur retour au pays, etc. Mais pour l'accueil, non. Et je pense que de ce côté-là, il y a un très gros travail à faire. Mais on sait très bien que la composition actuelle de l'Europe recule et qu'aujourd'hui, d'abord, chacun a à s'occuper de ce qui se passe dans son pays. Chez nous, dans notre pays, il y a combien de temps que nous demandons simplement une régularisation des sans-papiers, mais pas une régularisation tous azimuts. Il faudra des critères, des contraintes, mais quelque chose qui ne soit pas au cas par cas et de manière totalement arbitraire. Et donc, tant qu'on ne décide pas à empoigner ça vraiment à bras-le-corps, je disais en créant des coupoles les plus larges possibles de gens qui disent « mais attention, on est en train de perdre notre humanité quelque part. Vous avez vu ces gens là-bas, ici on ne les voit plus. Ils passent sous les radars, ils se cachent quelque part. Mais tant qu'on perd, si on perd cette humanité-là, à ce moment-là, je ne donne pas cher, effectivement, de la manière dont une politique peut évoluer dans un pays. C'est vraiment, pour moi, absolument primordial. Alors, on va faire sans transition, mais c'est vrai que d'autres sujets qui nous ont touchés beaucoup cette année, il y a évidemment ces crises climatiques, la crise économique et sociale, des crises la crise du sanitaire qui a encore des conséquences aujourd'hui et qui touche notamment cette jeunesse. On a beaucoup parlé de la jeunesse cette année, de la jeunesse en détresse, de ces jeunes en décrochage, de ces CPMS qui sont surchargés. Et ces jeunes qui nous disent comment faire en sorte que notre avenir ne nous soit pas volé. Qu'est-ce que vous leur répondez? Que c'est certainement pas à eux que l'avenir sera volé. S'ils le veulent, ils l'auront, leur avenir. Chacun a droit à son avenir. Je pense que l'avenir est justement devant eux. Et ce qui leur manque, c'est le sens à donner à leur action pour que cet avenir soit meilleur que celui qu'il est aujourd'hui. Je dois dire que quand je vois autour de moi à quel point les temps peuvent être sombres, je ne dirais pas que je me sens responsable de tout ça, mais nous sommes tous partiellement responsables. On n'a pas vu assez loin, on n'a pas vu assez bien, mais maintenant, je me sens responsable, en tout cas, comme tous les gens de mon âge probablement, de la jeunesse qui arrive, en disant qu'est-ce qu'on peut leur donner ? Qu'est-ce qu'on va leur donner pour que ça fasse sens et qu'ils aient vraiment l'impression que l'avenir est devant eux. Certes, il y a un moyen, probablement, d'utiliser la science mieux qu'on ne l'a fait. Parce que la science, je persiste à croire qu'elle est une partie de la réponse. Et qu'il y a des possibilités dans la science pour éclairer l'avenir qui sont insoupçonnées. Je pense aussi que la solidarité, Dieu sait si les jeunes ont cette solidarité chevillée au corps. Quand on les a vus marcher sur le climat, quand on les a vus des petits bouts faire des grèves dans les écoles, par exemple, pour le climat, quand on les a entendus exhorter les politiques à en faire davantage, on se dit, mais ils ont déjà, ils savent s'exprimer, ils sont devant les micros, ils exigent des réformes politiques. Ils ont ça. Maintenant, ce qui leur manque peut-être, c'est cette capacité de rêver quelque chose, d'avoir foi dans ce qui va se passer. Et je pense que ce manque de confiance, cette idée que l'avenir est bouché, et ça c'est de l'imaginaire, hein, c'est pas du concret. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et on y travaille beaucoup pour le moment, vous le savez, au Centre d'Action Laïque, parce qu'on a certaines régionales, puisqu'on est distribué dans le pays, qui ont fait de cet accompagnement des jeunes, de cette capacité de mobiliser leur imaginaire, de les faire travailler de la philosophie à l'aune des enfants très jeunes, de faire réfléchir sur le monde. Cette réflexion sur le monde, cet accompagnement dans la réflexion sur le monde, je crois que pour le moment, c'est absolument nécessaire. L'éco-anxiété qui se développe et qui conduit certaines jeunes
jeune au suicide alors qu'ils sont à l'aube de leur vie. Mais ça, moi, ça me questionne beaucoup. Je suis psychologue de profession et je me dis, là, on a raté quelque chose. Parce que là, c'est dans nos mains. Donc on travaille avec les jeunes et on sait très bien que déjà, les embrayer dans certains types d'actions, sentir qu'ils ne sont pas impuissants, que le moindre petit pas qu'ils font dans la bonne direction est un pas qui compte, qu'ils sont tous irremplaçables pour demain, que tout est dans leurs mains. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler et à le travailler en réfléchissant sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, sur le climat surtout, mais en prenant ça avec plaisir, avec humour, avec ambition et en évitant de tomber dans la morosité ambiante. En ne cachant rien, mais en présentant ça de manière qui soit à la dimension de leur espoir. Oui, alors, mais je vous propose, alors c'est vrai que du coup, il y aura peut-être un côté morose et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que les jeunes, on les a quand même écoutés cette année. On leur a notamment consacré un reportage qui s'appelle « Tout va s'arranger ». Et alors, il y a « Tout ça va arranger » ou pas, mais voilà, on voit qu'on va les écouter, on va écouter un petit extrait et on va voir que même s'il y a une grosse morosité, il y a quand même de l'espoir. On regarde ça tout de suite. Désolée d'être pleurnicheuse, désolée d'être lamentable. J'ai pas été à l'école depuis là, le mois de novembre. J'ai commencé à y retourner des demi-journées depuis pas longtemps. Mais je suis toujours pas capable de tenir une journée entière à l'école. C'est encore trop compliqué pour moi, quoi. Donc j'ai été diagnostiquée avec une grosse dépression. Donc c'est pour ça que j'étais tout le temps surveillée pour pas que je fasse de bêtises et qu'on arrive au drame. Je m'appelle Sam, j'ai 16 ans, je suis en décrochage scolaire depuis 2 ans maintenant. Je suis en décrochage scolaire depuis novembre. Je suis actuellement en décrochage scolaire. Je suis aussi en dépression. Les médecins aussi l'ont dit directement, ils ont dit attention, attention, il y a danger. Oui, enfin, je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai hurlé sur tous les tons qu'on ne prenait pas la mesure de ce qui se passait. Et donc tous ceux qui sont plus fragiles pour des raisons de santé mentale, de précarité, tous ceux-là, ils ont été broyés en fait par cette crise. J'ai insomnie, troubles d'alimentation, troubles d'humeur, etc. Pensées suicidaires, anxiété. Et donc ça a été la première conclusion qu'on a tirée, c'est qu'il y a eu un boom en fait des gens qui disaient je vais mal en fait. PMS surchargé, élèves en danger. PMS surchargé, élèves en danger. Non, on n'a pas réussi à ne pas être débordé. On est débordé par la demande. Ça n'arrête pas, H24. Des demandes, ça se multiplie. On a des statistiques affolantes par rapport à ça. Nous ne pouvons pas nous permettre, à l'heure actuelle, de faire décompenser un jeune fragilisé. Parce que ce jeune ne trouvera pas les soins dont il a besoin à ce moment-là. Ce serait facile d'avoir une baguette magique et de faire hop, je suis guérie, je vais mieux. Alors, je vous signale juste qu'effectivement, ce documentaire, pour le voir dans son intégralité, plusieurs projections sont organisées. On peut trouver toutes les informations sur le site du Centre d'action laïque. Véronique de Keyser, j'ai quand même envie de terminer cette émission en parlant de la question des femmes, droits des femmes. On sait que cette année, encore 2022, beaucoup d'atteintes aux droits des femmes. Et en même temps, là, vous venez de consacrer un livre à cette thématique, Ce que la laïcité doit aux femmes, les voies de l'émancipation.
Et ce livre, je trouve qu'il nous donne quand même beaucoup d'espoir, et notamment sur le fait que les femmes, ce sont peut-être elles qui vont apporter toutes ces pistes de solutions, peut-être dont on parle depuis tout à l'heure, avec notamment ce nouvel universalisme que vous développez. Oui, c'est un peu abstrait. Je vais essayer de rendre ça un petit peu plus concret tout de même. C'est vrai, j'ai voulu écrire un petit livre sur les femmes parce que j'avais l'impression que quelque part dans la laïcité, il pouvait y avoir un mode d'approche qui les avait un peu laissés de côté. C'est vrai qu'on est tous attachés chez nous dans la laïcité à l'idée tous les hommes sont nés libres et égaux en dignité et en droit. C'est une sorte de maxime universaliste qui nous dit beaucoup de choses, si ce n'est que dans l'histoire, on s'aperçoit que dans tous les hommes, il n'y avait pas nécessairement déjà les femmes et il n'y avait certainement pas nécessairement non plus les Noirs. Et ça nous a été beaucoup reproché en disant « mais vous gargarisez de liberté, égalité, solidarité, vous gargarisez d'universalisme et vous ne vous rendez pas compte que beaucoup de personnes se sentent oubliées. » Pourquoi ? Parce que ces valeurs ne se concrétisent pas dans les faits et parce que l'histoire a montré que toutes les tendances universalistes avaient laissé des oubliés quelque part. Et donc je me suis penchée un tout petit peu sur quelque chose qui m'est très proche, c'est finalement comment les femmes s'émancipent de toutes les formes de domination qu'elles ont dû subir. Et par le je, le elle. Oui, voilà, oui, mais parce que et je fais partie d'une génération où on me disait oui, mais les femmes n'écrivent pas. Mes deux grands-mères, comme je le disais, n'avaient jamais été à l'école. La première parce qu'elle avait un précepteur, et la seconde parce qu'elle avait été mise à la dentelle à 5 ans et qu'elle faisait partie d'une famille pauvre où on n'allait pas à l'école. Donc j'ai des grands-mères qui n'ont pas été à l'école. Et puis on me disait les femmes n'écrivent pas, il n'y a pas de femmes philosophes, etc., etc. Puis je me suis rendu compte que finalement les femmes s'étaient toujours exprimées. Et elles s'étaient toujours exprimées et qu'à chaque période de leur évolution vers l'émancipation, elles ont utilisé un type de langage. Et le premier langage, c'était le langage du corps. Et je l'ai longuement exprimé, c'est le langage du je suis mon corps, c'est à travers mon corps, c'est par la séduction de mon corps, c'est par les souffrances de mon corps que je m'exprime, etc. La deuxième phase, c'est les combats. Il y a un langage qui est le nous des combats. Ce sont les combats pour les droits civiques et politiques, ce sont les combats pour la liberté d'instruction, etc., etc. C'est un autre type. Puis, les femmes ont commencé, cette fois-ci, à véritablement parler et écrire. Et c'est le temps du « elle ». Ouais. Les femmes qui racontent, comme Simone de Beauvoir, on ne devient pas femme, on ne naît pas femme, on le devient. C'est les études de genre, c'est les premiers écrits des femmes, c'est les éditions des femmes, etc., ouais. etc. Et puis, aujourd'hui, on entend quelque chose qu'on n'avait jamais entendu, c'est-à-dire la voix des plus vulnérables, la voix des victimes. Oui. Alors je me permets de vous couper, parce que cette question effectivement de la vulnérabilité, c'est vraiment un concept que vous remettez à l'honneur et que dont vous redonnez un peu les blasons. Alors malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission, mais vraiment cette question des femmes, je vous invite toutes et tous à lire ce livre et je pense qu'on creusera cette thématique, on reviendra encore dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je voudrais dire que les femmes développent un nouvel universalisme qui est beaucoup plus proche de l'expérience de la vie et de la mort, etc. Oui, et qui prend beaucoup plus en considération les minorités aussi, qui sont importantes à remettre en avant. Merci beaucoup Véronique de Keyser, merci à vous de nous avoir suivis et une bonne journée à tous.